Donc, merci à tous de vous être connectés ce matin en webinaire sur comment accueillir le jeune public de manière générale et au sein de sa participation aux Journées européennes des métiers d'art 2026. L'idée, c'est qu'on vous propose un peu des pistes et des choses un peu concrètes et qu'on réfléchisse aussi aux différentes typologies de jeunes publics, qu'est-ce qu'on peut faire pour être le plus adapté à la cible qu'on veut toucher. Euh, je vais peut-être commencer par nous présenter toutes les trois qui faisons ce webinaire ce matin. Donc, moi, je suis Lucille Bard, je suis la chef de projet des Journées européennes des métiers d'art et je travaille à l'Institut pour les savoir-faire français. Peut-être, Brune, Virginie, je vous laisse vous présenter vous-même. Oui, bonjour. Brune Schlosser, moi je suis chargée de projets culturels et patrimoniaux et je suis référente sur la jeunesse à l'Institut pour les savoir-faire français. Et moi, je suis Virginie Vadelorge, je suis professeure en lycée en option Histoire des Arts et professeure relais au Jardin des métiers d'art et du design. Merci Virginie de faire ce webinaire avec nous ce matin. Virginie sera notre experte du jour pour répondre à toutes vos questions. Alors, pour commencer brièvement, je vais commencer par vous faire une petite introduction, si besoin, pour revenir sur l'Institut et les GEMA. Mais je vais être relativement brève. On fera un webinaire dédié aux inscriptions GEMA en elles-mêmes en janvier. Je vous invite à vous y inscrire si besoin d'aide dans votre inscription, dans votre candidature. Mais voilà, c'est pas le lieu aujourd'hui, donc on va être relativement brève parce qu'on a pas mal de choses à vous raconter aussi. Donc, l'idée, c'est pas de prendre trop de temps sur l'intro. L'Institut pour les savoir-faire français, si besoin de le représenter, nous sommes une association, donc une organisation non gouvernementale. On a été fondé en 1889 et on est reconnu d'utilité publique depuis un moment maintenant, 1900 quelque chose. On a eu plusieurs noms par le passé. On s'est appelé l'ACEMA, l'Institut national des métiers d'art. Et aujourd'hui, l'Institut pour les savoir-faire français, mais notre mission ne change pas. Notre mission, c'est de soutenir les métiers d'art et les savoir-faire d'exception. Et pour ça, on mène un certain nombre d'actions à l'année, qui sont notamment les GEMA, qui est le grand temps fort de la programmation culturelle autour des métiers d'art. Mais on s'occupe aussi du prix Avenir Métiers d'art, du dispositif Maître d'art élève. On a un nouveau dispositif sur les savoir-faire rares qui s'appelle Perdurare. On produit un certain nombre d'études et de publications pour renseigner le secteur et avoir des données à jour et savoir de quoi on parle quand on parle de métier d'art. Donc, je vous encourage à aller regarder l'étude Les Éclaireurs qui traite du poids économique des métiers d'art en France. Et on sort bientôt, en début d'année, une nouvelle étude sur la perception qu'ont les jeunes, justement, et leurs parents des métiers d'art. Donc ça, ce sera en début d'année 2026. Et puis on travaille effectivement pour la cible du jeune public beaucoup, donc notamment avec Brune, qui travaille sur un certain nombre de supports, dont par exemple des dossiers pédagogiques qui ont été produits pour que les professeurs puissent s'emparer du sujet et travailler le sujet des métiers d'art en classe, quelle que soit leur matière, et les élèves enfin, de tout niveau face à eux. Toutes ces actions, si besoin, si vous êtes curieux, si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez les retrouver sur le site de l'Institut, qui par ailleurs est nouveau depuis 2 semaines, je crois. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Il y a notamment un annuaire des professionnels des métiers d'art en France où vous pouvez vous inscrire si vous n'y êtes pas déjà. Et il y a une section petite annonce qui peut aussi être très pratique pour un certain nombre de besoins que vous pouvez avoir. Les Journées européennes des métiers d'art ont donc été créées par l'Institut en 2002 et on les coordonne depuis. C'est un événement qui est devenu européen en 2012 et maintenant, aujourd'hui, c'est la plus grande manifestation internationale dédiée aux métiers d'art. Donc ça se déroule partout en France et en Europe chaque année. Et cette année, ce sera la 20e édition des GEMA. En fait, ça a été créé en 2002, mais au début, c'était une biennale, ce qui explique que on n'est pas en 2022 pour la 20e édition, mais voilà, au départ, c'était tous les 2 ans et ça a été changé en cours de route. Donc cette année, ce sera la 20e édition. Et pour bonne information, la marque des GEMA, comme c'est notre événement et qu'on n'est pas un acteur public, c'est pas la fête de la musique, par exemple, c'est un événement qui est déposé, une marque qui est protégée. Ça, c'est toujours bon à avoir en tête. On ne peut pas faire les GEMA en dehors des GEMA, par exemple. Quelques chiffres rapides sur les GEMA 2025 pour vous donner un aperçu de l'événement si vous n'y participiez pas. Il y a eu 26 pays participants et un peu plus de 7000, quasiment 500 événements en Europe pour 1,7 million de visites.
Ça a été une édition qui a été organisée plus rapidement que d'autres, mais on a quand même eu des très bons résultats. On sait que le visiteur fait en moyenne 4 visites par atelier parce que les métiers d'art sont un sujet qui plaise quand on le découvre, quand on va à l'atelier. En général, on fait les autres événements qu'il y a autour. Donc, il y a un vrai effet collectif qui fonctionne bien. Et sur ces visiteurs, on sait qu'il y a environ 50 000 personnes de moins de 26 ans, donc 50 000 jeunes qui se sont déplacés. Et 32% de ce chiffre, c'était dans le cadre scolaire. Donc, c'est une cible qui est vraiment intéressante et que nous, on essaye de privilégier dans les GEMA. On sait que c'est un événement vraiment familial et voilà, c'est très important pour nous d'éduquer le jeune public à ce que c'est les métiers d'art pour des questions d'orientation, évidemment, mais aussi pour des questions de consommation plus tard, d'expliquer aux enfants le temps de la création, le fait de sourcer ses produits, le temps de produire en France, etc. En 2025, on a eu un peu plus de 3 millions d'euros d'équivalent publicitaire et 70% des retombées, des participants, pardon, ont eu des retombées presse. On sait aussi que c'est un événement qui a un aspect commercial indéniable. Nous, on encourage les participants s'ils veulent vendre des choses, bien sûr, c'est tout à fait possible. Donc, il y a 31% de participants qui ont vendu et 43% qui ont pris des contacts pour des commandes ultérieures. Je passe rapidement à la suite. Cette année, donc ce sera du 7 au 12 avril, sur la thématique Cœurs à l'ouvrage. On s'est rendu compte qu'il y avait de plus en plus d'événements collectifs au GEMA et donc on avait envie de mettre ça en valeur et de proposer voilà, un thème pour parler du collectif et des dynamiques culturelles et rurales. Donc l'idée, c'est voilà, de travailler ensemble et pardon, dans cette lignée, on a fait un appel à projet coup de cœur pour des projets collectifs dont les résultats seront dévoilés en février. Donc, si vous voulez participer cette année, en gros, en résumant, l'idée c'est de proposer une programmation pour laquelle vous allez définir ce qui vous intéresse, vous, quels sont vos objectifs, quels sont vos publics cibles. Pour cela, quelle programmation est-ce que vous allez mettre en œuvre? N'hésitez pas, si besoin, de contacter votre coordination régionale. Ce sont des personnes qui travaillent avec nous dans chaque région. Ce sont soit des chambres de métiers, soit des conseils régionaux. Et ils sont à votre disposition aussi pour faire le relais si besoin d'aide au niveau local. Ensuite, il y a toute la période où on s'inscrit sur la plateforme, évidemment, pour être référencé et être sur la cartographie en ligne. Donc, les candidatures ont ouvert hier. On est dedans, ça y est. Et elles seront ouvertes jusqu'au 31 janvier inclus, donc 23h59. Pour s'inscrire, c'est relativement simple. Il suffit de remplir son profil, puis son événement. Et nous, ensuite, on viendra modérer et mettre en ligne les programmations à partir de la mi-février. Il y a des frais de candidature depuis l'année dernière. Comme vous le savez, ce sont des frais relativement modérés pour que ça reste accessible. Donc, c'est 15 € TTC pour les professionnels qui ouvrent leur atelier et il peut y avoir jusqu'à 2 personnes invitées dans l'atelier en plus de la personne qui organise, donc 3 professionnels en tout. Pour les manifestations collectives, c'est 60 € TTC et de même pour les ateliers où il va y avoir plus que 4 professionnels, enfin 4 professionnels ou plus. Et pour les établissements de formation, c'est 25 € TTC. Et donc, pourquoi participer au GEMA? Pour faire découvrir son métier, partager sa passion, pour aller chercher son public, ses clients, faire découvrir ce qu'on fait, son travail, ses outils, et nourrir un goût du beau, de la matière, de comment on fait les choses. Il peut y avoir différents types de programmation et tout ça, c'est vraiment libre à vous selon ce que vous avez envie de proposer. Ça peut être soit une porte ouverte d'atelier ou d'établissement, soit une manifestation hors les murs où on va avoir une expo, un salon, un marché, un circuit entre différents ateliers dans une ville, une visite commentée sous l'angle des métiers d'art d'un monument qui d'habitude ne le fait pas. Voilà, on peut avoir beaucoup de choses différentes. Et il y a la programmation également des rendez-vous d'exception sur laquelle je ne vais pas m'étendre ici, mais qui est une programmation un peu spéciale avec des lieux qui n'ouvrent pas leurs portes d'habitude, comme les ateliers peuvent l'ouvrir pour avoir une clientèle tout au long de l'année. Voilà, ça c'est la rapide introduction. Je ne m'étends pas, mais si vous avez des questions, on pourra y répondre. Et on peut passer au public jeune pendant les GEMA, puisque c'est le sujet du jour. Oui, tout à fait. Et du coup, je prends le relais. Peut-être pour redire un peu ce que Lucille mentionnait à l'instant, c'est vrai que la jeunesse, elle est vraiment au cœur à la fois des enjeux de valorisation et de transmission des métiers d'art. Donc pour nous, c'est un axe vraiment important. Et donc depuis plus de 20 ans, on mène un certain nombre d'actions spécifiques à l'attention du jeune public. Mais quand on parle de jeune public, voilà, ça va à la fois de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte. Donc on parle d'une tranche d'âge quand même
assez large, et donc ça passe par de la sensibilisation en milieu scolaire, de l'accompagnement sur des questions d'orientation. C'est aussi toutes les activités en famille qui sont proposées dans le cadre des GEMA. Mais aussi la formation des acteurs culturels et de l'éducation qui sont impliqués dans la sensibilisation des jeunes aux métiers d'art, la production de ressources pédagogiques comme les dossiers pédagogiques que mentionnait Lucille. Enfin voilà, c'est toutes ces actions que nous on mène et qui nous permettent chaque année de toucher un certain nombre de jeunes. Cette année, il me semble que c'était un peu plus de 50 000 qui ont été touchés grâce aux actions qu'on mène. Et donc, notamment, dans le cadre des GEMA, qui est évidemment pour nous l'événement phare, ça se traduit par le fait qu'on a une programmation qui est spécifiquement destinée au jeune public. En tout cas, on essaye de la mettre en avant le plus possible pour qu'elle soit identifiable par les familles qui voudraient venir avec des enfants ou des jeunes. Euh, une programmation destinée aux scolaires, puisque ça nous paraît aussi important de sensibiliser les jeunes dans le cadre scolaire pour qu'ils puissent ensuite revenir avec leurs parents. Ça se traduit également par un partenariat avec le Pass Culture, donc pour une tranche d'âge plutôt fin d'adolescence, et qui permet à des jeunes du coup de s'inscrire en autonomie sur des événements qui sont proposés par des professionnels des métiers d'art un peu partout en France. Et puis sur ce sujet, on y reviendra, on proposera un webinaire a priori au mois de février pour voilà, vous expliquer comment est-ce qu'on s'inscrit sur le Pass Culture, comment est-ce qu'on se référence si on veut pouvoir accueillir des jeunes à l'occasion des GEMA, mais aussi tout au long de l'année. Et puis, dans le cadre des GEMA, ça se traduit aussi par la création et la diffusion de ressources de médiation qui sont spécifiquement destinées au public jeune. Donc, on a notamment des posters qu'on a produits avec Bayard Media, qui ont vocation, l'un à montrer les métiers d'art dans la ville, l'autre à montrer les métiers d'art à la maison. Et voilà, qui sont des supports à la fois ludiques et pédagogiques pour les jeunes, pour montrer un peu à quel point les métiers d'art sont partout autour d'eux et pour leur faire découvrir différents types de savoir-faire. Et puis, on a aussi produit ces dernières années toute une série de vidéos qui s'appelle Mon métier en 2 minutes, en partenariat avec Phosphore, pour présenter des différents métiers d'art et différents parcours de professionnels des métiers d'art. Et puis voilà, ce que je mentionnais juste avant aussi, du coup, les dossiers pédagogiques qui couvrent du coup du CM1 jusqu'à la terminale. Donc, on a 3 dossiers. euh, et donc qui sont destinés aux enseignants, mais bon, qui peuvent être intéressants pour tout le monde, et qui ont vocation à notamment créer des pistes pédagogiques pour parler des métiers d'art sous l'angle de certaines disciplines scolaires comme la physique, la chimie, l'histoire, la littérature, etc. Et enfin, récemment, on a produit un cahier de recommandations. C'est le fruit d'un travail collectif qu'on a mené pendant plus d'un an avec des acteurs de la culture, de l'éducation, de l'orientation, des métiers d'art, de l'inclusion, dans le but de réfléchir à comment mieux orchestrer la rencontre entre les métiers d'art et les publics jeunes, de la petite enfance à l'âge adulte. Et donc ce cahier de recommandations dont on vous a mis le lien à la fin dans les ressources, on pourra le rementionner tout à l'heure. Il regroupe un certain nombre d'initiatives inspirantes, de recommandations, de bonnes pratiques pour voilà, essayer de faire en sorte de développer l'offre culturelle autour des métiers d'art à destination du jeune public. Et puis voilà, évidemment, l'objectif finalement à travers cette sensibilisation des jeunes aux métiers d'art, c'est de leur faire découvrir à la fois le patrimoine et la création sous l'angle de l'artisanat et des métiers d'art, mais c'est aussi les initier à la pratique manuelle, quelque chose qu'on a tendance à perdre un peu. C'est aussi l'occasion de leur montrer que les métiers d'art sont des métiers d'avenir, qu'il y a toute une diversité de parcours et de profils de professionnels, que les voies ne sont pas toutes tracées et que c'est, enfin voilà, à eux de réinventer aussi ce que sont les métiers d'art aujourd'hui. Et puis pour, enfin voilà, ce que je disais, rendre visible et attractif à la fois les établissements de formation, les parcours, pour leur montrer vraiment euh, le visage contemporain des métiers d'art. Si tu peux passer la slide suivante, s'il te plaît. Si. Alors du coup, aujourd'hui, ce qu'on se disait, c'est bon, enfin, voilà, maintenant qu'on a rappelé un peu l'importance de l'accueil du jeune public dans le cadre des GEMA, on se disait que ce serait intéressant de prendre un peu le temps de faire le point sur finalement, bon bah voilà, quand on accueille du jeune public, de quoi on parle exactement. Et donc, pour ça, on s'est dit que ce serait intéressant déjà de discuter un peu des différentes tranches d'âge et de quelles sont finalement les caractéristiques de chacune de ces tranches d'âge, parce que, comment dire, bien identifier et bien qualifier les publics auxquels on s'adresse, c'est aussi l'assurance de leur proposer des activités qui vont être adaptées à où est-ce qu'ils en sont, à l'âge qu'ils ont.
Et donc, du coup, on voulait s'appuyer sur ce schéma qui est issu du cahier de recommandations que je mentionnais tout à l'heure. Donc, c'est une segmentation par âge qui a été produite et qui est le fruit du coup, de ce travail collectif où on a mis autour de la table différents acteurs qui ont souvent des segmentations qui leur est propre, chacun de leur côté, donc du côté des enseignants, du côté des acteurs culturels, mais où il y a rarement ce travail de mise en commun pour essayer de produire une segmentation commune. Donc voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire ici et du coup, je vais vous en dire quelques mots. Et puis Virginie, n'hésite pas à compléter s'il y a des choses sur lesquelles tu as envie de rebondir. Euh, Mais donc du coup, nous, ce qu'on a proposé, c'est une segmentation par âge qui découpe un peu en 3 grandes tranches d'âge, on va dire. Les publics jeunes, donc de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte, avec, dans un premier temps, ce qu'on peut qualifier de jeunes publics ou les jeunes publics, en gros de la toute petite enfance, donc de 1 an jusqu'à peu près, à 10 ans. Et donc généralement, bon, bah, c'est une tranche d'âge qui se caractérise par le fait que, ben, c'est des enfants qui seront a priori toujours accompagnés d'un adulte. Et peut-être pour donner quelques éléments saillants, bah, voilà, il y a la petite enfance pendant laquelle tout passe beaucoup par l'éveil, par, des premières manipulations, la sensorialité et cetera. Puis ensuite, entre 6 ans et 10 ans, c'est une période qui se caractérise plutôt par, un gain d'autonomie, notamment grâce à l'école, au fait que, les enfants commencent à se faire un peu leurs premiers copains, qu'ils ont, des activités extrascolaires et cetera. Donc ça, c'est un peu la première tranche d'âge avec quelques caractéristiques saillantes. Ensuite, la deuxième grande phase, on va dire, bon, c'est plutôt les adolescents, on peut étirer jusque, presque 18 ans, donc de 10 ans à 18 ans. Hem Et que c'est une période évidemment qui est marquée par une quête, d'autonomie. Et donc là, on a découpé ça en 3 sous-groupes, on va dire. Donc, la préadolescence, les préadolescents entre 10 et 12 ans, qui, en gros, accèdent aux premiers outils, d'indépendance, notamment avec, l'accès à l'espace numérique de travail. Souvent, c'est à cet âge-là qu'il y a les premiers smartphones qui apparaissent. Ensuite, la deuxième sous-section, c'est du coup les adolescents, bon, bah, quand on est en plein dedans, en gros entre 12 et 15 ans, quoi. C'est une période où les jeunes commencent à s'affirmer, à explorer, ils utilisent davantage, les réseaux sociaux. C'est peut-être aussi les périodes où, voilà, ils font de plus en plus de choses sans leurs parents. Et enfin, les adolescents, plus, on va dire, entre 15 et 18 ans, qui sont dans une autonomie beaucoup plus assumée, où ils sont déjà dans une démarche d'orientation, pour certains déjà fait des choix assez déterminants dans leur orientation professionnelle, et où là, voilà, ils commencent à s'affirmer vraiment, en tant qu'adultes. Et enfin, la dernière section, que nous on a proposée dans ce schéma, c'est, les jeunes adultes, donc entre 18 et 25 ans, où là, bon, bah, voilà, ils sont pleinement autonomes, que ce soit, dans les études ou le début de leur vie professionnelle. Généralement, c'est une période de, déménagement, de vie indépendante et cetera, et qui évidemment se répercute dans, les activités qu'ils vont faire, sur leur temps de loisirs et cetera. Donc pour nous, c'était important de rappeler que voilà, la jeunesse, elle est multiple et selon les âges, ben, il y a beaucoup de choses qui évoluent à la fois dans la sociabilité, dans l'acquisition d'autonomie, et que c'est, enfin, comment dire? Dans les compétences même ou dans les, enjeux un peu plus, intimes ou personnels auxquels les jeunes font face en fonction de leurs âges. Et pour nous, c'était important de prendre le temps de mettre ça à plat pour essayer de comprendre quelles sont toutes les nuances qui sont indispensables, mine de rien, pour, adapter, les dispositifs, les activités, et l'offre culturelle, de manière générale. Donc voilà, je sais pas si Virginie a des choses sur lesquelles toi tu as envie de rebondir sur certaines, tranches d'âge en particulier, Ce que je pourrais dire, c'est que, quand on est dans une interaction avec ce public, par exemple lors des GEMA, c'est que, les tout petits, vont, avoir, moins de freins. Ils se sentiront moins freinés, si, vous leur proposez une activité et ils poseront davantage de questions alors que, les ados et notamment les ados plus, ils vont, d'abord être, plus silencieux, silencieuses, un petit peu dans la passivité et ils oseront moins, mais oseront, facilement si, on les sollicite un tout petit peu. Il faut juste, que le temps de prise de confiance, revienne. oui, quand on préparait ce webinaire, juste pour compléter un tout petit peu, tu me disais notamment que,
les plus jeunes, ils ont un accès à leur créativité qui est beaucoup plus libre, alors que au-delà même enfin, comment dire, du caractère peut-être un peu plus passif parfois des ados au premier abord, ils ont aussi enfin, voilà, un rapport un peu plus complexé à la pratique artistique et je trouvais que c'était intéressant de mettre ça en avant parce que du coup, voilà, il y a un peu une nécessité à davantage aller les chercher. Peut-être que c'est à eux qu'il faut aller poser des questions finalement, alors que les plus petits seront davantage dans un rapport très direct de découverte dès le premier abord, quoi. Parce qu'il y a Donc l'effet voilà. du groupe aussi qui joue beaucoup sur les, sur les adolescents. Oui, c'est possible. Le frein du groupe. Bon. Et ensuite, pour compléter un peu cet état des lieux de la jeunesse, en gros, donc à qui on s'adresse quand on propose des activités destinées au jeune public, on voulait vous présenter ce deuxième schéma sur lequel on a travaillé également avec le comité jeunesse dans le cadre du cahier de recommandation. Il illustre cette fois les temps de vie qui structurent le quotidien des enfants, des adolescents et des jeunes adultes, et la manière dont ces temps de vie évoluent avec l'âge et le degré d'autonomie qu'acquièrent les jeunes au fur et à mesure. Parce que ça, enfin, pareil, c'est important de comprendre finalement quels sont ces temps de vie qui structurent le quotidien des jeunes pour savoir ben, quel format proposer, à quel moment, etc. Bon, évidemment, un des temps qui structure le plus le quotidien des jeunes, c'est le temps scolaire qui devient au bout d'un moment un temps plus professionnalisant parce que c'est le début des études, etc., qui est marqué par les premiers stages, le début de l'immersion dans le monde professionnel. Et ça, c'est vraiment finalement ce qui rythme les journées tout au long de l'année en dehors des périodes de vacances scolaires des jeunes. Et en parallèle, il y a un temps qui est un peu complémentaire de celui-là, c'est le temps d'orientation qui commence généralement autour de 12 ans. Et ça recouvre un peu tous les moments où, pardon, tous les moments où les jeunes se renseignent sur les formations, sur les métiers, où ils participent à des salons, etc. Donc nous, on a voulu distinguer du temps scolaire parce que voilà, c'est souvent, ils sont souvent liés, mais ils sont quand même indépendants. Euh, Et juste en dessous, on trouve un peu deux types de temps libres, qui sont les temps à la fois dédiés aux activités extrascolaires et les temps dédiés aux loisirs, dont la configuration évolue en fonction de l'âge et qui peuvent être soit accompagnés par des adultes euh, enfin, que ce soit des parents euh, ou ou d'autres adultes de l'entourage et qui peuvent être aussi effectués soit en collectif avec d'autres jeunes, avec des pairs, des amis, etc., ou en solo. Euh, donc sur les activités extrascolaires, nous, on les a situées essentiellement entre 3 et 13 ans. Donc c'est à ce moment-là qu'ils construisent un peu des premières passions, des premières appartenances. Mais on les a pas prolongées parce qu'on considère qu'au bout d'un moment, généralement, en fait, les activités extrascolaires, soit ça devient assez déterminant au point que ça devient une forme d'orientation professionnelle, soit ça ne l'est pas et auquel cas ça devient plutôt du temps de loisir, qui est du coup le quatrième temps de vie qu'on a identifié, qui sont du coup ces loisirs qui sont généralement dans la première période de vie, donc jusqu'à peu près 14 ans, assez encadrés, donc l'enfant est accompagné. Puis à partir de 15 ans, c'est des loisirs qui sont davantage menés en indépendant et où du coup il y a différentes configurations possibles. Du coup, c'est ce que je disais, soit avec des adultes, soit avec des amis, soit en solitaire, etc. Parce que c'est marqué par une autonomisation de plus en plus importante de ces loisirs-là et une affirmation des jeunes. Donc voilà, ces différents temps de vie qui sont, enfin évidemment qui dialoguent les uns avec les autres, qui sont complémentaires, mais qui restent quand même bien différents et qui évoluent de manière dynamique en fonction de l'âge, de l'acquisition d'autonomie, de l'entrée dans la vie professionnelle, parce que ça marque aussi des changements de rythme et de temps de vie au quotidien. Donc voilà, et comme je disais, voilà, ça nous paraissait important de pouvoir poursuivre un peu ce travail d'identification et de qualification des publics jeunes pour bien comprendre quand on propose une activité destinée aux jeunes publics, que ce soit de manière ponctuelle ou sur le plus long terme sur l'année, dans quoi on s'inscrit exactement. Et pareil, Virginie, je ne sais pas s'il y a des choses sur lesquelles toi tu veux réagir. Non, pas particulièrement. Non. Ok, super. Alors du coup, on peut passer à la slide suivante.
Ça ne passe pas la Pas slide, passé. Lucille, je sais pas. Non. Ah, chez moi, ça me passait. Ah, attends, j'arrive. Pourtant, ça a passé chez moi. Ok, je sais pas. Virginie, toi, tu vois comme moi, c'est resté sur le schéma? Hmm. Ouais, attendez, je vais arrêter le partage et le refaire. Désolée. Petit problème technique. Tout. Est-ce que là, vous voyez la slide conseil générique? Oui, super, Super. top. Euh, Oui, donc ensuite, du coup, voilà, maintenant qu'on a pris un peu le temps de reposer le contexte, on voulait vous proposer un certain nombre de conseils génériques qui nous paraissent importants quand on veut accueillir du jeune public. Euh, bon, évidemment, voilà, chacun a son contexte d'atelier, des moyens plus ou moins importants pour adapter l'accueil. Donc, voilà, c'est évidemment à prendre ensuite, enfin à adapter ensuite au cas par cas. Euh, mais il y a un certain nombre de conseils qui nous paraissaient quand même importants à prendre en compte. Je vais les énumérer un peu les uns après les autres et puis si vous avez des questions, on pourra y revenir. Euh, le premier, c'était de se dire que voilà, quand on propose une activité pour le jeune public, évidemment, en fonction de la tranche d'âge, il faut réfléchir à la durée adaptée et il faut proposer un séquençage de l'activité pour pouvoir rythmer un petit peu l'activité qu'on propose et faire en sorte de mieux à la fois accrocher l'attention et faire en sorte que ce soit ça permette vraiment de remplir un certain nombre d'objectifs pédagogiques sans pour autant que ce soit trop épuisant pour les jeunes ou les enfants en fonction de la tranche d'âge à laquelle on s'adresse. Évidemment, il y a un enjeu à adapter le vocabulaire au niveau de langage du public qu'on accueille, notamment parce que ben, voilà, les savoir-faire des métiers d'art ont souvent du vocabulaire un peu technique, parfois inconnu, des outils dont on n'a jamais entendu le nom, ou alors des matières. Enfin, moi, je sais pas, je pense par exemple à des essences de bois où tout le monde ne connaît pas forcément, surtout les jeunes, par exemple, s'ils ont grandi en ville, enfin, en fonction du contexte. C'est parfois du vocabulaire qu'on ne connaît pas, et donc voilà, de se rappeler que vous, c'est vos métiers, vous les pratiquez tous les jours et vous les connaissez très bien, mais c'est pas forcément le cas de tout le monde et les petits ont souvent besoin enfin les petits ou les moins jeunes euh, ont besoin d'explications. Ensuite, pareil, toujours dans une logique à la fois de réussir à capter l'attention, mais aussi pour essayer de faire comprendre un peu profondément ce que sont vos métiers. Nous, ce qu'on recommande aussi, c'est de mobiliser différents médiums. Donc, ça peut évidemment être des explications dans un premier temps, parce que ben voilà, passer par une présentation, le langage, etc., ça permet quand même de communiquer un certain nombre de choses. Mais nous, on pense que c'est important aussi de pouvoir mobiliser d'autres registres, notamment le registre sensoriel. Donc, c'est important de pouvoir faire toucher ou de pouvoir faire sentir, parce que enfin, voilà, souvent les ateliers, c'est des, des endroits où la dimension sensorielle est très forte et même c'est une composante essentielle de vos savoir-faire et donc de pouvoir partager ça avec les jeunes et que ce soit un autre moyen de les intéresser à vos pratiques. Et puis ça peut être aussi de passer par un registre un peu plus ludique ou créatif en leur proposant de eux-mêmes passer par la pratique. Bon, après, c'est voilà, un conseil vraiment très générique et c'est de l'ordre du bon sens, mais peut-être de rappeler qu'il faut évidemment s'assurer de l'adéquation entre le niveau de dangerosité des outils qui sont manipulés et l'âge du public cible pour ne pas mettre entre les mains d'enfants trop jeunes des outils qui seraient dangereux, ou alors de le faire évidemment sous surveillance dans un cadre euh, sécurisé. Mais bon, voilà, je pense que c'est du bon sens et que vous le savez déjà. De manière générale, évidemment, il faut s'adapter aux capacités et à la dextérité de chacun. Et ça va dépendre à la fois de l'âge, mais aussi de tout un tas d'autres facteurs. Et je pense que c'est aussi un peu du cas par cas. On est plus ou moins à l'aise avec ses mains pour tout un tas de raisons. Et puis, nous, ce qu'on recommande aussi, c'est de pouvoir proposer des supports de médiation annexes, c'est-à-dire ben, toutes les ressources qu'on a mentionnées plus tôt, que ce soit les posters jeunes publics, dont on remettra le lien en PDF, il me semble qu'il est dans les ressources à la fin du PowerPoint, que vous pouvez imprimer, les portraits vidéo qui peuvent être mis sur un écran à côté. Enfin voilà, c'est aussi une manière de permettre aux jeunes de continuer la découverte dans une approche un peu plus autonome. Et nous, ça nous paraît important qu'ils puissent aussi voilà, se renseigner par eux-mêmes en parallèle du temps que vous pourrez proposer.
Et puis, quelque chose qui nous paraît essentiel aussi, c'est quand on propose une activité aux jeunes, surtout si c'est une activité de pratique, c'est hyper important qu'ils puissent repartir avec, un petit quelque chose, un petit objet qu'ils auront fabriqué eux-mêmes ou un souvenir de l'activité, même si c'est évidemment pas, une grande œuvre, mais voilà, c'est quelque chose avec lequel ils peuvent repartir, en souvenir de cette activité-là, pour qu'ils puissent rentrer avec quelque chose, chez eux. Et ensuite, on a divisé nos conseils pratiques en 2 parties distinctes. La première destinée à l'accueil du jeune public et la deuxième destinée à l'accueil, des publics scolaires. Puisque du coup, ben, voilà, le jeune public, c'est celui qui va venir, soit avec ses parents, soit en autonomie, alors que les publics scolaires, c'est ceux qui vont venir, ben, du coup, dans le cadre de l'école. Et du coup, forcément, les modalités, ne seront pas les mêmes et donc du coup, voilà, on a voulu distinguer un peu les 2. Pour dire quelques mots sur l'accueil du jeune public, pareil, c'est des conseils qui sont relativement génériques, qui sont évidemment, à adapter, ensuite, au contexte de vos ateliers, mais qui nous semblaient quand même, importants dans l'absolu. Hem Le premier, c'est de réussir déjà à définir sa cible, bon, voilà, choisir à qui on a envie de s'adresser, donc à quelle tranche d'âge exactement et du coup, en fonction de la tranche d'âge, de définir des modalités d'accueil, c'est-à-dire, est-ce qu'on veut, par exemple, que les enfants qui ont entre 6 et 12 ans viennent accompagnés d'un adulte? Ou est-ce qu'au contraire, on veut que les adultes restent sur le côté, l'atelier n'est destiné qu'aux enfants? Donc voilà, ça, c'est vraiment important de pouvoir, communiquer clairement sur, la tranche d'âge et les modalités d'accompagnement des jeunes ou pas. Voilà, pour que les parents sachent qu'on compte sur eux ou non. C'est important pour le bon déroulé. Et tout ça, ça va définir notamment le format de l'activité, puisque en fonction de la tranche d'âge et des modalités d'accompagnement, on ne proposera pas la même chose. Mais c'est important aussi d'être clair sur, voilà, est-ce que vous proposez un atelier d'initiation pour découvrir un geste de métier? Est-ce que c'est plutôt un atelier découverte où vous prétendez pas forcément transmettre votre savoir-faire, mais c'est plutôt une activité créative, mais qui peut s'inspirer des matières que vous utilisez, de votre, univers esthétique, et cetera? Est-ce que c'est une visite? Et si oui, comment est-ce qu'on l'adapte pour du jeune public? Est-ce que c'est une démonstration? Et pareil, comment est-ce qu'on l'adapte pour du jeune public avec un vocabulaire qui sera un peu plus simple, un peu plus imagé, et cetera? Et puis en fonction de l'activité qui est choisie, c'est important de pouvoir définir une jauge qui est pareil, adaptée, au public cible. Puisque, voilà, si on décide de faire une activité pratique avec, des enfants qui ont entre 6 et 12 ans et sans adultes, bon, bah, il vaudrait peut-être mieux qu'ils soient à 4 plutôt que 12. Histoire que ce soit pas la la pagaille, totale. Voilà, donc c'est pareil, c'est un peu des conseils de bon sens, mais où c'est important de, comment dire? Prendre ces décisions-là en amont, même si évidemment, généralement sur le moment, il faut s'adapter parce que c'est jamais exactement comme on l'a prévu. Parfois, il y a des petits aléas et cetera. Mais voilà, ça permet de définir le cadre le plus précis possible, pour vous et pour les publics que vous allez accueillir. Généralement, c'est plus confortable. Oui, je Et pense que pour enfin les... Pardon, juste pour oui, compléter, vas-y. effectivement, je pense que pour les familles, le filtre programmation jeune public sur la cartographie des GEMA, il est vraiment utilisé par les familles qui cherchent des activités dédiées aux enfants et pas seulement de dire oui, les enfants peuvent venir aussi à l'atelier. Donc c'est vrai que je pense que plus c'est clair, plus les parents ils vont pouvoir se projeter et venir confortablement aussi en se disant ah bah super, je vois que le samedi de 10 à 11, il y a vraiment quelque chose de dédié pour les enfants, ça va être chouette, on va faire découvrir à mon enfant telle matière. Donc plus vous êtes clair, je pense, dans la manière de présenter ce que vous allez proposer, plus ça peut avoir du répondant côté famille, parents et du coup enfants. Pardon, Et du oui, coup, tu me fais la transition parfaite, vers la suite puisque du coup, merveilleux. évidemment, pour bien accueillir, le jeune public, il faut réussir à toucher sa cible et du coup, ça passe par le fait de communiquer, clairement. Donc notamment sur le site des GEMA, pour avoir du coup, une rubrique, programmation jeune public qui soit bien complétée, dans laquelle, vous expliquez exactement ce que vous proposez. Et effectivement, comme le disait Lucile à l'instant, souvent c'est un filtre qui est beaucoup utilisé par les familles pour cibler directement les activités qui sont, spécifiquement dédiées au jeune public et pas uniquement des activités où oui, on vous autorise à venir avec votre enfant, mais ce n'est pas lui, la cible, quoi. Donc voilà, c'est vraiment important de bien communiquer dans cette rubrique-là et puis de manière générale, ça peut être aussi le fait de relayer sa programmation, auprès des acteurs, ben, de votre localité ou de votre territoire, en vous adressant pourquoi pas au centre de loisirs, au MJC pour voilà, faire savoir que vous proposez ces activités-là dans le cadre des GEMA ou de manière générale si jamais c'est le cas
pour les faire connaître et faire en sorte d'être, enfin voilà, de toucher votre cible là où elle est. Peut-être MJC s'il y a des personnes qui ne sont pas familières avec l'acronyme. C'est les maisons de la jeunesse et de la culture, Oui, c'est ça, pardon. qui peut y avoir un peu sur tous les territoires parfois et qui proposent des activités culturelles, métiers d'art ou pas d'ailleurs, mais du coup qui ont l'habitude aussi de recevoir du jeune public notamment. Oui, et je pense après ça peut être n'importe quel acteur associatif, local, dont vous avez connaissance, dont vous savez qu'ils accueillent du jeune public. Mm. Et je préciserai aussi, avant de passer à la slide suivante sur les publics scolaires, ça fait aussi une transition peut-être. Je sais qu'il y a des régions cette année où il y aura les vacances scolaires pendant les GEMA. Donc, il peut y avoir des temps scolaires qui sont, par exemple, une semaine avant les GEMA pour parler métier d'art et faire venir les enfants ensuite avec leurs parents si ça les intéresse pendant les vacances au GEMA. Et du coup, notamment, je pense que dans ce cadre-là, si vous êtes dans une région où ce sera les vacances scolaires, ça peut être intéressant de se tourner vers les centres de loisirs, enfin, tout ce qui va être garderie, garde d'enfants, effectivement, pour faire venir du jeune public, puisqu'il n'y aura pas le public scolaire habituel. Mmh. Ouais. Alors, ensuite, quelques conseils pratiques sur les publics scolaires et voilà, Virginie, n'hésite pas à me compléter parce que c'est toi qui es experte sur le sujet. Bon, il y a un certain nombre de conseils qui se recoupent évidemment avec, ce qu'on vient de dire en ce qui concerne le jeune public, mais voilà, évidemment, il y a un peu un enjeu d'abord à définir sa cible, comme on disait juste avant, et peut-être que cette fois sur, enfin, comment dire? Le public scolaire, ah, attends, il y a la slide qui est Pardon, passée trop tôt. j'ai pas fait exprès. Oui, sur le public scolaire, il y a notamment un enjeu à définir, bon, bah, voilà, à quel niveau on a envie de s'adresser. Est-ce que c'est des CP? Est-ce que c'est des secondes? Et en fonction, bah, qu'est-ce qu'on propose? Ça peut être intéressant aussi de réfléchir à, avec quel enseignant on travaille et donc, autour de quelle matière on a envie de créer des ponts. Heu, est-ce que c'est plutôt autour de l'histoire et l'histoire de l'art ou est-ce que ça va être plutôt, la géométrie, ou la physique, en fonction de à qui on s'adresse, ben, ça va forcément, enfin, dans quel cadre on s'adresse, ça va forcément conditionner un peu le contenu qu'on propose. Et puis, ça va, donc définir forcément le format d'activité. Et donc là, il existe différents formats quand on s'adresse au public scolaire. Ça peut être, soit l'artisan, qui intervient au sein de l'établissement, soit au contraire la classe qui vient jusqu'à vous. Hem et donc, si c'est vous qui intervenez au sein de l'établissement, bon, bah, il y a un certain nombre de contraintes à prendre en compte. Hem, ça peut être, enfin voilà, il faut faire attention aux consignes de sécurité, dans les écoles sur lesquelles, Virginie pourra peut-être, revenir un peu plus en détail. Hem et ensuite sur le format d'activité, bon, bah, ça peut être, la présentation d'un savoir-faire en lien avec, une thématique ou une matière enseignée à l'école. Ça peut être aussi, une démonstration, donc venir avec, ses outils, expliquer à quoi ils servent et montrer un geste de métier. Pourquoi pas, un atelier de découverte, ou d'initiation, mais voilà, faut voir dans quelle mesure est-ce que c'est possible au sein de l'école, qui est-ce qu'il y a des équipements adaptés? Mais ça peut être aussi, un témoignage sur, votre parcours, votre formation, et que ce soit un temps aussi un peu dédié à des échanges autour de l'orientation, puisque comme on le disait, un peu plus tôt, il y a un vrai enjeu à, voilà, montrer la diversité des parcours, montrer que, ce que sont enfin, comment on s'oriente vers les métiers d'art parce que souvent, il y a une certaine méconnaissance, de ces voies d'orientation-là. Et puis si ça prend la forme d'une sortie scolaire où c'est donc plutôt une classe qui vient, jusqu'à vous, il y a, à mon sens plusieurs, options. Soit votre atelier est en capacité d'accueillir une classe et auquel cas, ben, la classe peut se rendre à l'atelier. Soit, ben, parfois, un certain nombre d'entre vous travaillent dans des espaces qui sont mine de rien, généralement assez peu adaptés à l'accueil d'une classe de 30 personnes, ou moins, mais bon voilà, ça fait quand même un bon groupe. Et auquel cas, il y a la possibilité, pourquoi pas, de s'associer à un lieu culturel pour pouvoir, accueillir une classe. Nous, on a souvent écho de ce type de partenariats qui se nouent dans le cadre des GEMA. Par exemple, un château qui va, accueillir un artisan qui travaille la pierre, et qui fait venir à ce moment-là une classe et l'artisan, par exemple, retrace, devant les élèves le travail qu'il a mené de restauration. C'est un peu ce type d'association-là, mais ça peut être avec, un musée ou tout autre lieu culturel qui, est généralement plus adapté à l'accueil d'une classe.
et donc qui peut être un lieu ressource pour les professionnels des métiers d'art qui voudraient travailler avec des scolaires, mais sans que leur atelier ne soit forcément adapté à l'accueil d'un groupe aussi important. Évidemment, ce qui sera important, c'est de définir une jauge. Bon, généralement, c'est en gros combien de classes, quoi. Et puis de réfléchir à un séquençage de l'activité et à une division de la classe en petits groupes. Et donc l'un généralement va avec l'autre, puisque si on se dit, bon, bah voilà, on va faire des petits groupes de 8 personnes, il y en aura 3 et ils vont tourner. Donc ça veut dire qu'il faut prévoir 3 activités qui fonctionnent en parallèle. Et donc ça va définir du coup à la fois le déroulé, la jauge, mais aussi le nombre d'accompagnants ou d'intervenants qui vont assurer le bon déroulé de l'activité. Puisque du coup, si la classe est divisée en 3 groupes qui doivent chacun faire une activité en parallèle, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait 3 intervenants qui puissent proposer 3 activités différentes. Ou pas, si on décide qu'il y en a une qui est en autonomie, enfin voilà. Mais du coup, toute cette réflexion-là va être importante pour proposer une activité qui permette bah voilà, de répondre à des objectifs pédagogiques, de vraiment réussir à transmettre quelque chose, sur un rythme qui soit adapté au public auquel on s'adresse, une durée adaptée elle aussi, et qui permet enfin voilà, aux jeunes d'être dans un cadre qui a été bien pensé pour leur transmettre ce qu'on souhaite leur transmettre. Et puis enfin, comme pour le jeune public, il y a un enjeu à réussir à toucher sa cible. Euh, donc ça passe notamment par le site d'EGEMA en communiquant sur le fait qu'on est disposé à recevoir du public scolaire, expliquer un peu quelles modalités, puisque du coup on a une section, une case dédiée pour signaler qu'on est prêt à intervenir en milieu scolaire. Et puis ça va passer par le fait de relayer sa programmation auprès des acteurs éducatifs locaux. Euh, et, euh, et voilà, dans les très grandes lignes. Mais je pense que je vais laisser la parole à Virginie qui pourra compléter de manière peut-être un peu plus concrète encore que ce que je fais là. Euh, quand on préparait ce webinaire, tu me disais que enfin, on pourra revenir peut-être sur différents points, mais notamment tu me disais que réfléchir une activité destinée aux scolaires, ça passe aussi par un vrai travail de collaboration entre le professionnel des métiers d'art et l'enseignant. Est-ce que tu veux revenir un peu sur ça? Alors, oui, ça va être au moment où on cherche à définir sa cible, à travailler sur, à dire à quel niveau et à quelle matière on s'adresse. Et je pense qu'on peut conseiller de noter, que, c'est intéressant de faire appel à des professeurs d'art plastique ou en primaire, collège et d'art, plastique éventuellement au lycée, mais plutôt art appliqué en lycée professionnel, tout en indiquant que, ça peut avoir des liens avec d'autres matières, comme, tu l'as souligné Brune, ça peut être la physique, la chimie, les sciences et vie de la terre. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour, définir un petit peu plus ça? On peut aller lire, les dossiers, faits par, l'Institut pour les savoir-faire français et sinon on peut aller sur, regarder des programmes sur, Eduscol. Mais là, c'est plus compliqué, il faut lire pas mal de choses, voilà. Donc les dossiers, ils sont bien faits, ça permet de mieux cibler, je pense. Concernant, le format d'activité, si on vient en établissement, faites attention si vous voulez apporter, des œuvres que vous faites, à ce que ces œuvres soient assurées. Donc peut-être que vous pouvez, écrire une convention que vous soumettez à l'établissement scolaire, et comme ça, en fait, l'établissement scolaire signe la convention et peut, en fait aussi, proposer son assurance, l'assurance de l'établissement. Donc ça peut permettre de protéger vos œuvres. Mais le plus intéressant à mon avis, ça sera si, vous faites, venir, les élèves dans votre atelier ou dans vos ateliers. Donc à ce moment-là, il faut effectivement réfléchir à la jauge, sachant que, les classes, en primaire, elles peuvent être, si on est en REP+, elles peuvent être à 20-22-23 élèves. En collège, on va être plutôt sur un format de 30 élèves et en lycée, on peut aller jusqu'à 40 élèves. Donc ça veut dire que, ça peut être compliqué pour vous d'accueillir, autant d'élèves. Donc il faut imaginer 2 voire 3 groupes et ça, je pense qu'il faut l'indiquer par avance. C'est-à-dire que vous pouvez indiquer et surtout si vous êtes à plusieurs, que vous pouvez faire une rotation entre des groupes.
afin que les professeurs puissent s'inscrire en se disant bah, je sais que tous mes élèves vont pouvoir faire la chose et je vais pouvoir inscrire ma classe, plutôt que en fait les professeurs renoncent en se disant ah bah oui mais la jauge elle est à 15 maximum, donc même avec mes 36 élèves je n'arriverai pas à faire que tous mes élèves puissent avoir un atelier, même s'ils sont divisés en 2 demi-groupes. Donc ça, c'était la chose à laquelle je voulais vous inviter à réfléchir. Et concernant le séquençage des activités, vous pouvez le minuter. Ça peut vous aider. Et pour pouvoir vous adapter au public cible, un bon moyen de vérifier en fait l'aisance au niveau vocabulaire technique, ou même de vérifier les capacités des élèves à tout de suite s'investir dans ce que vous proposez, en fait, vous pouvez commencer par des questions. Est-ce que vous savez ce que c'est ça comme matière? Est-ce que vous savez comment s'appelle mon métier? Et ainsi de suite. Et comme ça vous permet en fait de tout de suite évaluer les capacités langagières des élèves que vous avez en face de vous. Et moi, j'avais une question, je me permets de rebondir. Sur un peu la répartition des rôles entre, enfin comment dire, le jour de l'activité, la répartition des rôles entre le professionnel des métiers d'art qui intervient auprès des jeunes et l'enseignant. Au moment de l'activité, quel est le rôle de l'enseignant, quelle posture il adopte, en gros, comment on compte sur lui et quel rôle il joue. Alors ça, effectivement, ça va être vraiment très important d'indiquer dans votre proposition que vous souhaitez collaborer par avance, avoir un contact par avance avec l'enseignant ou l'enseignante, pour que chacune de vous puisse se positionner et que vous puissiez discuter ensemble de bon bah alors est-ce que j'attends que le ou la professeure soit uniquement là pour faire de la discipline, ou c'est-à-dire en fait faire en sorte que les élèves écoutent, soient calmes, ou bien est-ce que j'ai envie que ce professeur ou cette professeure participe un petit peu à sa manière, en aidant les élèves à poser des questions, en les amenant à s'approcher de tel ou tel endroit si c'est possible, voilà. Donc le mieux, c'est quand même de dire que vous avez envie de discuter par avance avec l'enseignant ou l'enseignante, si c'est possible. Parce que parfois, en fait, on est accueilli dans une grosse structure type château, et cetera, et en fait, c'est pas forcément possible de pouvoir discuter avec toutes les personnes qui vont venir ce jour-là ou cette semaine-là. Et une autre question aussi, c'est tout bêtement, comment est-ce qu'on contacte, les enseignants et comment on fait pour rentrer en contact avec des profs pour mener des activités pour les jeunes? Alors, ce que vous pouvez faire, c'est regarder autour de vous, quels sont les établissements scolaires qui sont présents. Donc, théoriquement, juste autour de votre atelier, il doit y avoir plusieurs écoles. Il peut y avoir 1, 2, 3 collèges, et il y aura un lycée professionnel aussi peut-être. Donc, ça permet en fait de cibler, et en fait, quand vous avez ciblé ces différents établissements, vous pouvez trouver leur adresse. Donc, pour ça, en fait, ce qui est assez pratique, c'est d'aller sur le site de l'académie du ministère de l'Éducation nationale, qui est proche de votre enfin, dans lequel est votre atelier. Ou bien sinon, vous pouvez aller sur les sites des directions d'éducation nationale, qui sont des sites départementaux. Et là, vous allez avoir une liste de tous les établissements qui se trouvent dans ce qu'on appelle le bassin d'éducation dans lequel vous vous situez. Et comme ça, vous allez avoir la liste de ces écoles, de ces collèges, de ces lycées. Et parfois, vous avez immédiatement sur le site de l'académie ou sur le site de la DSDEN l'adresse internet à laquelle vous pouvez envoyer votre proposition. C'est généralement l'adresse de la direction de l'établissement.
en faisant tout de même attention au fait que ces établissements reçoivent des propositions qui viennent de très nombreux endroits. Donc moi, je vous conseille de souligner la dimension de proximité de votre proposition. Et ce qu'on se disait aussi quand on préparait ce webinaire, c'est que voilà, quand on écrit à à l'adresse générique d'un établissement, ce qui peut être bien aussi, c'est de préciser à l'attention de qui on écrit, parce qu'on n'a pas forcément toujours le contact nominatif direct, mais c'est important de préciser que, par exemple, si vous voulez proposer une activité en lien avec les métiers d'art, vous vous adressez plutôt au référent culture de l'établissement, ou alors au professeur d'art plastique ou aux professeurs de technologie. Enfin voilà, d'essayer de cibler déjà un peu dès le départ pour être sûr que votre proposition arrive quelque part et qu'elle se perde pas parce que elle n'aurait pas été assez adressée, on va dire. Et peut-être que un bon conseil à donner aussi, c'est pour être sûr qu'on comprenne tout de suite votre demande et ce que vous proposez. euh, Peut-être que le mieux, c'est aussi de joindre une petite présentation, par exemple sous format PDF, quelques pages qui présentent votre travail, où est-ce que vous êtes installé, le fait que vous voulez participer au GEMA, ce que sont les Journées européennes des métiers d'art, et puis une ou deux pistes d'intervention ou de collaboration possible avec la classe. Je ne sais pas, moi, par exemple, un atelier en lien avec la sculpture sur bois, pourquoi pas avec une réflexion autour des sciences et vie de la Terre. Enfin, voilà, de dire, voilà moi ce que j'ai imaginé, on peut en discuter ensemble, mais voici ma proposition pour que vraiment les enseignants, enfin l'enseignant que vous aurez désigné, ou en tout cas la discipline que vous aurez ciblée, les enseignants puissent ensuite s'en saisir directement et que ce ne soit pas une proposition trop générique dont ils ne sauraient pas forcément se saisir. Oui, et c'est là où, en fait, utiliser les dossiers pédagogiques qui sont proposés sur le site de l'Institut pour les savoir-faire français et va beaucoup aider. En fait, parce qu'il va par avance, en fait, vous donner des indications sur ce que vous pouvez proposer à l'attention de tel ou tel professeur de telle matière. Pour les lycées, dans certaines matières, les matières, dans lesquelles vous savez qu'il va y avoir plusieurs professeurs, demandez si ça peut être adressé à la personne qui coordonne l'équipe de physique-chimie, de SVT, voilà. Par contre, il y aura généralement, comme en collège, un seul ou une seule professeure d'art plastique ou d'art appliqué si on est en lycée professionnel, voilà. Super. Je vous propose de passer à quelques exemples de choses qu'on a pu avoir dans les GEMA. J'ai compilé deux, trois petites choses juste pour vous donner un peu un aperçu de ce qui a pu être fait par le passé. C'est vraiment non exhaustif, hein, parce que vous vous doutez bien que sur les milliers d'événements, j'en ai noté quatre, quoi. Mais voilà, ça peut donner un peu à voir ce qui a pu être organisé. Pendant les GEMA 2023, par exemple, alors moi j'avais assisté en plus à l'événement, donc c'était une sculptrice sur bois, une jeune sculptrice qui proposait vraiment pour des petits 4 à 6 ans une activité de découverte, mais en fait elle leur faisait pas sculpter le bois parce que pour le coup c'était pas tellement réalisable pour des enfants si jeunes, mais elle avait créé tout un dispositif de médiation par ailleurs autour d'une histoire avec des petits monstres, et donc elle leur expliquait un peu le principe de la sculpture et elle leur faisait faire tous ensemble un, un exemple de moule qui servait à du coup couler une première forme en plâtre pour ensuite venir réaliser la sculpture d'après le modèle. Et donc il y avait quand même cet aspect où les enfants faisaient quelque chose puisqu'ils faisaient tous ensemble cette, ce moule en plâtre. Donc voilà, il n'y avait pas le rapport au bois, mais enfin, elle avait quand même amené des éléments, des petits monstres en bois d'ailleurs pour faire toucher, pour montrer, etc. Mais les enfants ne touchaient pas des gouges, quoi, par exemple. Mais donc c'était quand même assez intéressant d'amener la sculpture par cet abord-là. Ensuite, j'ai mis différents exemples d'ateliers d'initiation. Donc là, il y en a beaucoup, hein, tous se valent, mais donc par exemple pour les 6-12 ans, découvrir la dentelle au fuseau et repartir avec un petit bracelet.
pour les 12 ans et plus, voire pour restaurer un tableau en retraçant les lacunes qu'il peut y avoir dans un dessin imprimé, en ravivant les couleurs. Ça, c'est des choses, je pense, qui demandent beaucoup de finesse et d'attention, mais pour des enfants qui ont déjà cette part de créativité et d'intérêt pour les pratiques artistiques, je pense que ça peut être très chouette aussi de ne pas diminuer finalement ce qu'un adolescent est capable de faire et de proposer des choses un peu pointues. Il y avait aussi pour les plus de 16 ans broder avec un crochet de Lunéville. Donc là, on est dans quelque chose d'assez technique. Donc je pense que ça, on peut pas trop le faire avec des plus jeunes. Mais vous voyez, c'est intéressant de voir comment on peut adapter selon l'âge différents ateliers, différentes propositions. Ou par exemple un atelier incluant les parents pour créer un petit porte-clés en cuir à partir de 6 ans. Donc là, voilà, la découpe d'un petit morceau de cuir. Je crois qu'il y avait aussi le fait de poinçonner des lettres ou en tout cas un message sur le petit porte-clés en cuir. Voilà, ça vous donne un peu un aperçu de ce qui peut être proposé pour les initiations. Dans les bonnes pratiques, je voulais aussi mentionner, mais Brune l'a déjà fait, le fait de recenser sa programmation sur le Pass Culture. Le Pass Culture, si vous ne connaissez pas, c'est vraiment un agenda culturel dédié aux jeunes de 16 à 20 ans. En fait, les jeunes ont un... Enfin, avant, c'était un chéquier, mais maintenant, je crois que c'est dématérialisé sur l'application. Ils ont un montant alloué pour faire des sorties culturelles qui est alloué. Et donc, il y a vraiment cette possibilité à la fois de recenser des événements sur l'agenda qui sont gratuits, et juste comme ça permet aussi de cibler les jeunes de cette tranche d'âge, qui n'est pas forcément simple à attraper par ailleurs, ou même de mettre des activités payantes, et eux peuvent du coup acheter une place grâce à l'argent de leur passe culture. Donc ça, c'est un bon outil à avoir en tête pour les plus âgés des adolescents. Et si ça vous intéresse par ailleurs, on fera un webinaire avec les équipes du Pass Culture avec qui on est partenaire. On fera un webinaire spécifique en février. On n'a pas encore la date exacte, mais l'idée, voilà, c'est de montrer comment on s'inscrit sur le Pass Culture, que ce soit pour les GEMA ou pour d'autres temps dans l'année. Euh, donc, restez connectés. Si vous êtes intéressés, on partagera la date prochainement. J'ai mis un exemple sur les tout petits. C'est vrai que c'était un événement assez chouette, ça. Bon, alors, c'était à la Sainte-Chapelle, donc gros lieu patrimonial. Je dis pas que c'est simple à reproduire, mais pour donner une illustration, donc la Sainte-Chapelle sur l'île de la Cité à Paris, avec énormément de vitraux très colorés, une chapelle qui est impressionnante. Et en fait, ils avaient proposé un atelier vraiment pour les 3-6 ans. Et donc, c'était un atelier sur la découverte du vitrail où ils allaient observer les vitraux dans l'église, puis repérer les formes. Donc, j'ai cité ce qu'ils avaient mis dans leur programmation parce que je trouvais le wording intéressant, rond comme un ballon, ovale comme une amande, triangle comme un chapeau, vraiment voilà, en ciblant pour les tout petits. Et ensuite, pareil pour les couleurs. Et l'atelier se terminait par le dessin de son propre vitrail sur du papier transparent, donc avec des feutres de couleur et un papier transparent, en permettant ensuite aux enfants, en levant leur papier avec la lumière, de voir la transparence et donc de comparer leur vitrail à ceux de la Sainte-Chapelle. Ouais, le principe assez intéressant de vraiment simplifier le propos vraiment au maximum, mais pour permettre quand même de faire cette découverte pour les plus jeunes et de proposer une activité vraiment ludique pour les tout petits. Et le dernier exemple, c'était une céramiste cette année aussi qui a proposé une journée spéciale pour les scolaires. Et donc, selon différentes activités, un peu aussi au bon vouloir des publics scolaires, des professeurs qui souhaitaient venir, de faire soit des démonstrations elles-mêmes, soit de proposer un peu du modelage avec des petites boules de terre pour les enfants, soit de faire une présentation voilà, un peu plus technique liée aux émaux qu'elle utilise. Donc pareil, c'est une proposition qui est variée, qui peut permettre de s'adapter aux différentes cibles scolaires. Voilà, c'est quelques exemples seulement. Si vous êtes intéressé, on peut toujours en trouver d'autres. Les exemples sont variés et nombreux, mais voilà, je trouvais intéressant d'illustrer tout ce que viennent de dire Brune et Virginie par quelques programmations qui ont été réalisées. Donc voilà, on sait que c'est possible, que c'est faisable et que parfois même assez simplement, on peut proposer quelque chose de chouette. Et je compléterai peut-être juste pour information, parce qu'on a souvent la question, pour les ateliers d'initiation, si c'est pour peut-être hors scolaire, mais pour des ateliers d'initiation pour le grand public ou le jeune public, on peut entendre que ce soit payant si c'est peu onéreux et assez modéré, hein. Évidemment, on ne va pas proposer 40 € pour une heure, par exemple, mais dans la mesure où on veut couvrir les frais de matière. Par exemple, là, pour l'atelier avec la dentelle au fuseau, bah voilà, il y a forcément
de la matière textile qui va être utilisée. Donc on peut tout à fait entendre que le professionnel demande une petite compensation de quelques euros, enfin du montant nécessaire pour couvrir les frais de matière et que ce soit pas à perte pour lui, évidemment. Ça, vous pouvez tout à fait le préciser dans votre programmation, c'est mieux même de prévenir. En termes de calendrier prévisionnel, pour vous remettre un peu les grandes dates des GEMA en tête avant de vous montrer toutes les ressources, hein, de voilà, partager les liens dont on a parlé jusque-là. Bon, jusqu'à novembre, on a mis en place l'édition, toute cette partie-là est faite. Le règlement des GEMA est en ligne, on a l'identité visuelle, etc. On est encore en attente sur la région à l'honneur, mais ça ne devrait pas trop tarder, on espère. Les candidatures ont ouvert désormais donc depuis hier et elles sont ouvertes sur le site jusqu'au 31 janvier inclus. Donc n'hésitez pas à vous y rendre. C'est dans les candidatures du site des GEMA, vous pouvez pas trop le rater normalement. Et comme je le disais, on fera un webinaire en début d'année, le 13 janvier, si besoin d'aide pour vous inscrire. On mettra tous les événements déjà validés en ligne sur la cartographie à partir de mi-février. Donc ne vous inquiétez pas si on valide votre événement peut-être fin janvier, mais qu'il n'apparaît pas tout de suite, c'est normal. En fait, on mettra la carte avec déjà un certain nombre d'événements. Ça permet de faire un peu un lancement pour la presse, c'est pas mal parce qu'on peut donner aussi une date à laquelle se référer à la carte. Et ça permet de ne pas avoir une carte qui est vide au départ quand on a encore validé que 2, 3 événements à travers la France. Ça fait un peu, voilà, un peu tristoun sur la carte. Donc on la mettra en ligne mi-février. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Et puis en février-mars, voilà, on fait la campagne de communication, on met en valeur les programmations, tout ce qui est en lien avec la jeunesse. Nous, comme c'est quelque chose qu'on travaille et qu'on veut valoriser, il y a des publications spéciales sur les réseaux sociaux, des encarts dans les documents presse envoyés aux journalistes. Donc c'est vraiment des choses qu'on peut mettre en valeur. Donc c'est aussi pour ça, c'est intéressant pour vous stratégiquement à la fois, enfin au-delà de évidemment tout l'intérêt qu'il y a à sensibiliser des jeunes, mais même stratégiquement, ça peut vous permettre de remplir par exemple des créneaux où vous savez que, je sais pas, peut-être le samedi matin de 10 à 11, vous n'avez pas trop de monde habituellement. Bon bah, soyons stratégiques, proposons un événement spécial famille à ce moment-là, et peut-être que si c'est 10 personnes sur inscription, ça vous remplira l'atelier le temps de 7 heures d'habitude un peu creuse. Et accessoirement, ça vous permettra aussi d'être plus repéré dans les programmations. Et ensuite, évidemment, du 7 au 12 avril, les Journées européennes des métiers d'art. Voilà, je termine par cette slide ressources et liens utiles. Alors, le diaporama, on le mettra en ligne hein, en même temps que le replay sur le site des GEMA. Donc, pas d'inquiétude, là, vous ne pouvez pas cliquer sur les liens, mais ce sera possible dès qu'on l'aura mis en ligne. Maintenant, ça ne vous empêche pas de les noter si besoin dès à présent. Mais donc, côté GEMA, il y a toutes les ressources, le bilan de l'année dernière, le règlement de cette année, nos conseils sur l'accueil des publics de manière générale. Et ensuite, il y a tous les supports jeunes publics et les supports pour les scolaires dont on parlait Brune et Virginie. Donc, les dossiers pédagogiques qui sont des ressources très précieuses et que vous pouvez consulter et transmettre à des professeurs également. Et puis, toutes les ressources pour le jeune public en dehors des temps scolaires, donc les posters, les playlists YouTube, le cahier de recommandations qu'on a sorti effectivement il y a peu de temps. Voilà, tout ça c'est en libre accès, gratuit et accessible. Sur le site des GEMA, vous avez tout, et sur le site de l'Institut pour les savoirs français, je pense que vous avez tout aussi. Donc vous pouvez tout trouver des deux côtés. Et puis si vraiment il y avait encore des questions, n'hésitez pas à nous écrire. On vous a remis ici l'adresse des GEMA. Et puis vous avez encore une fois les coordinations régionales qui sont aussi à votre disposition sur les territoires. Si vous avez des questions, bah, peut-être qu'elles peuvent aussi vous donner des contacts, je sais pas, au rectorat ou dans l'académie. Enfin, il y a peut-être des choses aussi à voir avec les coordinations régionales. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux et d'elles. Ils sont vraiment là pour ça. Voilà. Je ne sais pas si vous avez un mot de conclusion, Brune et Virginie, à ajouter. Et puis, je ne sais pas s'il y a des questions parmi nos personnes présentes aujourd'hui. Pour l'instant, je ne crois pas avoir vu de questions, mais n'hésitez pas si besoin, on peut prendre le temps de répondre à vos interrogations. Ça va, je crois qu'on a été très très clair alors, s'il n'y a aucune question. Apparemment. Moi j'ai trouvé ça très clair, mais après c'est vrai que nous on en parle souvent, donc
Bon, écoutez, si vous avez des questions qui viennent par la suite, vous pouvez nous écrire par mail. Merci d'avoir assisté à ce webinaire. On partagera le replay dès cet après-midi sur le site des GEMA. Et puis, merci beaucoup Virginie d'être de t'être connectée avec nous pour donner ton expertise. Et Brune aussi, merci. Oui. Ouais, j'en profite peut-être au cas où ça donnerait le temps à certains d'écrire leurs questions dans le chat dans la minute où je vais parler. Peut-être dire quelques mots du Jardin des métiers d'art et du design dont Virginie est professeure relais, parce que ça peut être aussi, enfin voilà, on l'a pas mis dans les ressources, mais mine de rien, c'est un lieu qui propose pas mal de choses pour le jeune public et qui peut être une source d'inspiration intéressante. Donc le Jardin des métiers d'art et du design, c'est un lieu culturel qui a ouvert en 2022 à Sèvres, dans le département des Hauts-de-Seine, et qui est centré sur la question du dialogue entre l'artisanat d'art et le design. Et donc, sur place, il y a un certain nombre d'artisans d'art et de designers qui ont leurs ateliers, dont c'est le lieu de travail au quotidien. Et en parallèle, l'équipe sur place propose tout au long de l'année une programmation culturelle avec des expositions, des activités pour le grand public et le jeune public. Donc c'est à la fois des activités de découverte, des ateliers d'initiation, des activités créatives et pratiques. Et voilà, sur leur site, il y a un certain nombre de choses qui sont en ligne et qui peuvent être aussi des sources d'inspiration. On aurait pu peut-être en citer quelques-uns dans les exemples de bonnes pratiques. Je pense notamment, par exemple, à une activité de découverte qui avait été proposée autour du tissage, où des enfants étaient invités à euh, tisser non pas avec du textile, mais avec des bandes de papier noires et blanches, juste pour vraiment expliquer très simplement quel est le processus de tissage. Il y a aussi par exemple, des classes de maternelle qui ont été accueillies pour découvrir le travail d'un sculpteur sur bois qui s'appelle Maxime Perrol. Et donc, voilà, ils étaient invités à redessiner les formes de ces sculptures, à toucher la texture du bois sculpté, à toucher la texture du bois brûlé pour découvrir les différentes finitions. Voilà, donc toutes ces choses, le site internet du Jardin des métiers d'art et du design essaye d'en donner un aperçu. Donc voilà, ça peut être aussi une source Je le d'inspiration. rajouterai dans les sources. Voilà, Oui, comme ça. Validé. par exemple, il y a vraiment une invitation à, être dans, le sensible, à toucher en particulier, comme tu le disais Brune. Ça peut être aussi, faire, sentir, la matière particulière sur laquelle vous travaillez, en expliquant ensuite comment vous, la retravaillez cette matière. Il y a aussi, Baptiste, Méniel qui propose des outils à dessin, et donc l'activité de tissage avec les bandes de papier, c'est une artiste qui s'appelle Luce Couillet qui fait faire ça. On peut, à la fois, trouver des idées d'activités créatives avec les élèves, mais aussi voir comment on peut, essayer de présenter, son propre travail, en n'hésitant pas effectivement à, mobiliser, tout ce qui est un peu sensible, chez les élèves. Parce que le but, en fait, c'est que les élèves ressortent, de la visite avec vous en gardant, des choses en mémoire, et ça va se faire beaucoup par, ce qu'ils auront verbalisé, entendu, senti, touché, vu, bien sûr. Également au Jardin des métiers d'art et du design, il y a aussi un Maker Lab qui propose des ateliers où on peut faire plein de petites choses, fabriquer des carnets, faire de la broderie sachiko, et cetera. Donc aider en fait, des jeunes un jeune public à, à reproduire, un geste que, vous faites au quotidien. Voilà, Super. ça n'a pas laissé place à de nouvelles questions, mais au moins c'était Ça l'occasion de va. Je dire pense quelques qu'il mots n'y a sur le aucune jade. interrogation. Oui, bah, je rajouterai effectivement dans les ressources et dans les exemples. Merci beaucoup. On va terminer le webinaire sur ces derniers mots. Je vous souhaite une bonne journée à tous et puis merci d'avoir été présents aujourd'hui. Au Merci revoir. beaucoup. Au revoir, bonne journée.